Bonjour, aujourd'hui nous verrons l'utilisation de texte dans Unity, que ce soit du texte statique ou dynamique. Euh, le principe sera le même. Donc, pour créer du texte, d'abord, je vais m'assurer d'être vraiment en 2D, dans l'environnement 2D, et par la fenêtre hiérarchie, c'est là que je vais cliquer sur le menu déroulant qui est Create, et à l'intérieur de Create, tout au bas, il y a User Interface, UI, et dans User Interface, il y a l'option texte. Je pourrais créer un paquet d'autres éléments, mais pour l'instant, on va s'attarder à l'objet texte. Alors, on peut voir immédiatement que l'objet texte a bel et bien été créé. On le voit dans la fenêtre hiérarchie. Mais ce qu'on peut aussi constater, c'est qu'on voit aussi un autre élément, Canva. Canva, c'est vraiment la toile de fond, c'est le conteneur de notre champ de texte. Je ne pourrais pas avoir un texte sans avoir un Canva. Et si je remarque, en fait, la scène qui est tout petite ici, le Canva qui semble beaucoup plus grand que la scène n'est qu'une représentation proportionnelle de ma scène. Si dans la fenêtre Game, par exemple, je changeais la dimension ou la proportion 5.4, ben, je verrais tout de suite que le canevas viendrait s'ajuster à cette proportion-là. Je vais revenir en 16.9 et on peut voir en bas, même si c'est un peu subtil, que le nouveau texte ou l'objet texte s'y trouve. En le sélectionnant, je peux le ramener finalement dans le canevas parce qu'il se trouve à l'extérieur du canevas. Donc, c'est pour ça que je ne le voyais pas sur ma scène. Mais là, en l'amenant sur mon canevas, je vois le texte venir se positionner au centre. Alors, c'est assez simple de le positionner au centre. Il y a l'effet de snap, de magnétisme qui vient faire en sorte que le texte peut bel et bien être centré. Juste rapidement, pour qu'on puisse le voir un peu plus subtilement, moins subtilement, je vais changer sa couleur. Alors donc, si je regarde dans la fenêtre inspecteur, on a les propriétés du texte comme tel. Et dans ces propriétés-là, j'ai la couleur et je vais changer pour une couleur un petit peu plus voyante. Alors, je vais aller dans les verts fluo. Également, je pourrais lui donner un degré d'alpha, comme n'importe quel autre game object, mais pour l'instant, je vais le laisser à 100% alpha. Alors voilà. Vous remarquerez tout de même, avant d'aller plus loin, qu'un troisième objet a été créé dans la hiérarchie, qui est le Event System, qui est un objet qui va gérer l'interactivité autour du canevas par rapport à la souris, etc. On n'y touchera pas et on va laisser cet objet-là intact. Maintenant, si je me fie à la fenêtre inspecteur, on voit et le texte est bel et bien sélectionné sur ma scène. Je vois que l'inspecteur me donne donc les propriétés de cet objet-là et je peux constater que cet objet-là a une composante qui est très similaire à la composante transform d'un GameObject. Dans ce cas-ci, c'est le rect transform qui me donne à peu près les mêmes valeurs, c'est-à-dire la position X, Y et Z, la dimension de la boîte de champ de texte, le pivot, la rotation et la dimension. Alors, c'est à peu près fonctionne sensiblement de la même façon. Si je me fie par exemple à la position, comme là j'ai essayé de centrer mon texte de manière très, très visuelle en utilisant le magnétisme et effectivement il s'est mis pas loin du centre. Si je voudrais le faire de manière plus précise ou avec des données très précises, je peux soit changer la valeur dans la boîte de texte ou bien de le déplacer par exemple en cliquant sur la position et de changer progressivement l'objet. Mais par exemple, si je veux complètement le centrer, cet objet-là, j'ai simplement à mettre les valeurs Y et X et Y à 0. Encore une fois, la position Z ne m'importe peu dans l'environnement 2D. On voit tout de même juste un petit
bug, mais ce n'est pas un bug, mais on voit tout de même que le texte n'est pas centré. Ça rapport finalement avec la composante texte de cet objet-là. Et si je regarde à l'intérieur, j'ai le paragraphe qui est aligné vers la gauche. En centrant le paragraphe au centre, voilà, mon texte est maintenant centré dans la scène et dans la fenêtre game. Alors, ce sont là, un petit peu les propriétés du Rect Transform. Alors, si je voudrais, par exemple, une boîte de texte 200 par 200, voilà, j'ai ma boîte qui a changé sa dimension. Le pivot équivaut finalement au point de registre de l'élément. Alors, par défaut, à 0.5 x et 0.5 y, le 0.5 équivaut à la moitié de la largeur et la moitié de la longueur de l'objet. 1 étant 100% et 0 étant à l'extrémité gauche ou l'extrémité haute. Alors, par défaut, à 0.5, dans les deux cas, si je fais tourner, je n'utiliserai pas la rotation avec la souris parce que lorsque j'utilise un point d'ancrage pour faire tourner mon objet, remarquez que la rotation Z change également dans l'inspecteur, mais à chaque fois que je vais utiliser cette rotation-là, il le fera toujours du centre. Alors, je vais faire undo, je le remets intact. Par contre, si je le change par l'inspecteur, là, ça donne à peu près le même résultat jusqu'ici, mais où ça va faire une différence, c'est si je change le pivot. En mettant le pivot à 0 par 0, par exemple, donc, je change le point de registre. En faisant ma rotation, maintenant, on voit que l'objet tourne d'un autre point. Alors, donc, ça peut avoir une certaine incidence. Je n'ai pas réussi à changer le point de registre comme ça dans l'interface graphique. Alors, donc, on doit le faire par données précises dans la fenêtre pivot. Alors donc voilà, alors si je le change comme ça, là il va changer d'un pivot qui est beaucoup plus loin. Tandis que si je l'essaye encore une fois dans l'interface graphique de le tourner, il va toujours tourner au centre de la boîte. Alors il faut vraiment faire gaffe de ne pas mélanger les deux rotations qui fonctionnent légèrement différentes. Alors, je vais faire des undo pour le ramener au bon endroit avec une bonne rotation. Je vais tout remettre à 0. Alors voilà, ce sont les valeurs du Rec Transform. Ce qui me reste aussi à vérifier, c'est le scale qui fonctionne exactement comme le scale d'un objet d'un Game Object. Alors, je crois que c'est assez clair. Maintenant, pour ce qui est de la composante Canva Render, ben, il n'y a rien à faire, on peut rien faire avec elle. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est la composante texte. Alors, si vous remarquez, bon, j'ai écrit déjà un texte avec retour à la ligne, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je pourrais continuer encore ici longtemps, 7. Et je crois que vous avez compris. Alors, c'est vraiment un texte avec retour à la ligne. Alors ça, ça va être le texte par défaut qui va apparaître directement dans ma boîte de texte. On voit que par défaut, la police de caractère, c'est Arial. Je l'ai mis en bold ici, mais je pourrais la remettre à normal. Le font size me permettrait de lui donner une dimension. Évidemment, je ne ferai pas un cours sur le traitement de texte. Je crois que vous avez compris. Le line spacing, bon, encore une fois, est assez clair. C'est l'espace entre les lignes. Et rich text, on va le garder pour avoir un texte de plus haute qualité.
Ça, c'est assez normal. Par défaut, comme vous voyez, c'est Arial. Tant et aussi longtemps que je n'ai pas importé de police de caractère, contrairement à d'autres logiciels, par exemple, si je veux utiliser une autre police de caractère, je dois d'abord l'importer. Alors, ce que je pourrais faire, c'est encore une fois, cliquer droit dans la fenêtre projet, faire Import New Asset, ou encore une fois, aller dans le menu Asset, Import New Asset et aller chercher une police de caractère au même titre que j'irais chercher une image ou un son, etc. Donc, pour l'instant, je peux le faire ainsi. Sinon, je peux aller en chercher une soit dans mon système de l'ordi, ou bien, bon, je vous suggère aussi ces deux sites-là là, qui sont assez le fun, le 1100, le 1001fonts.com où toutes les polices de caractère sont téléchargeables et libres de droit, ou bien encore toujours le fonts.google.com. Alors donc, moi j'ai choisi deux polices de caractère. La seule chose qu'il faut faire gaffe, c'est que certaines polices de caractère, par exemple comme Acid Label, si vous remarquez, il n'y a que des majuscules. Alors, une fois que vous allez l'appliquer à votre texte, mais assurez-vous d'en n'avoir que des majuscules, sinon il appliquera la nouvelle police de caractère simplement sur certaines lettres de votre projet. Alors, une fois que vous les avez téléchargés, en principe, vous devriez avoir les deux fichiers. Comme là, moi, j'ai téléchargé deux polices de caractère, Bark et Sans culotte. Alors donc, si je peux les sélectionner les deux et les décompresser. Alors voilà, je les décompresse. Et voilà, une façon, comme je vous disais, dans Unity, je peux tout simplement faire Import New Asset. Dans mes téléchargements, j'ai le BART et je vais importer. Ça, le .txt est un fichier texte d'information donnant sans doute le copyright sur la police de caractère. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le fichier .ttf qui est TrueType Font et je peux l'importer et voilà, il est maintenant dans ma fenêtre Project. Et si je retourne sur le bureau, on va voir finalement que oui, Bart est allé. Et si j'ouvre ma fenêtre Asset, mais j'ai la police de caractère qui s'est déplacée dans ce dossier-là. Au même titre que j'aurais pu prendre sans culotte, l'ouvrir, prendre le fichier sans culotte.ttf et le draguer dans ma fenêtre Asset. Ce qui aurait eu comme conséquence, en revenant dans Unity, de voir mes deux polices de caractère dans ma fenêtre Project. Alors, je n'ai pas besoin nécessairement d'importer ou de faire un drag and drop sur mon bureau. Je peux tout simplement déplacer les objets au bon endroit. Ce principe-là aurait fonctionné avec une image ou un son, n'importe quel autre élément. Alors donc, soyons très organisés et créons un dossier que je vais appeler Fonts. Et là-dedans, je peux amener toutes mes polices de caractère utilisées dans ce projet-là. L'avantage maintenant, c'est que si je resélectionne mon texte, par défaut maintenant, j'ai toujours Arial et je peux essayer d'autres polices de caractère. Par exemple, je pourrais dire, OK, je l'essaye avec Bark. Et vous allez voir, enfin, juste en draquant la police de caractère dans la case appropriée à la propriété font, voilà, je viens de changer ma police de caractère en Bark. Mais, comme je vous disais, faites gaffe, Bark n'a que des majuscules. Alors, toutes les minuscules inclus dans mon champ de texte sont restées minuscules avec Arial. Est-ce que ça serait la même chose avec sans culotte? C'est ce qu'on va voir immédiatement. Alors, oui, je peux amener la police carrément dans la boîte, ou je pourrais aussi cliquer sur le petit rond à la suite de la case Font, et voilà, j'aurai la liste des assets, tout ce qui est police de caractère. Alors, en sélectionnant sans culotte, on voit que tout le texte a été changé maintenant. Voilà, alors donc ça c'est pour la police de caractère. Alors ce qu'il faut se rappeler, c'est on doit d'abord l'importer et l'amener dans notre dossier Asset. Sinon,
Encore une fois, je ne ferai pas un cours sur Word ou autre traitement de texte. Là. Le bold va mettre la police en bold, vous aviez compris. Le font size va changer la police, par exemple, de caractère que j'ai du champ au complet. Le line spacing, évidemment, c'est la distance entre les lignes. Et rich text, c'est vraiment pour avoir un texte de plus haute qualité. Le paragraphe, encore une fois, c'est la même chose, l'alignement. Ce qui pourrait être intéressant ici, c'est le horizontal overflow. Par défaut, horizontal et vertical overflow, par défaut, ils sont à wrap et truncate. Mais par exemple, si je changeais le vertical overflow à overflow, justement, mais là, je verrai le restant de mon texte. Tant et aussi longtemps qu'il est à truncate, c'est qu'il va carrément couper le texte à l'extérieur de la boîte. Même chose avec le wrap, par exemple. Si je rajoute un texte à deux idiots du village, voilà, par défaut, parce qu'il est à wrap, il va faire le retour à la case, mais je pourrais l'avoir aussi overflow, et là, il viendrait dépasser les barrières du champ de texte. Alors voilà, c'était la manipulation du texte statique dans Unity. Mais comme toute chose dans Unity, tout ce qu'on retrouve dans l'inspecteur peut se contrôler par programmation et c'est ce que je veux faire. Je veux contrôler justement ce texte-là, cette boîte de texte-là par programmation. Alors par conséquent, la première des choses que je dois faire, c'est par la fenêtre projet, créer un nouveau script qui va contrôler cet objet-là. Alors je vais faire create C# script que je vais appeler lui aussi texte début. Et remarquez qu'encore une fois, je me répète, mais le T majuscule au début de ce script-là. C'est vraiment une convention. Ça fonctionnerait tout de même avec une minuscule, mais j'aime bien suivre ces conventions-là. C'est beaucoup plus clair lorsqu'on vient pour débugger. Alors, bref, j'ai maintenant mon nouveau script. Je vais l'appeler. Alors, en principe, il va appeler Visual Studio. Soyons patients. J'aurais pu l'appeler avant. Et voilà, Visual Studio. On mettra les mises à jour plus tard. Et il va me charger mon nouveau script. Alors voilà, j'ai comme toute chose, j'ai mes deux voice start, mes deux fonctions start et update. Et la première des choses, c'est je vais me créer une nouvelle variable qui va venir justement contrôler mon champ de texte. Donc cette variable-là, je vais la déclarer publique parce que je veux pouvoir la contrôler par la fenêtre inspecteur. Et je vais la déclarer de type texte. Si j'essaie de faire espace pour nommer ma variable, il me fait le autocomplete. Alors donc, ce que je peux faire, c'est cliquer ailleurs et revenir et espace. Et je vais l'appeler de manière assez conventionnelle. Je vais l'appeler texte, texte 1. Tiens. Et le point-virgule pour ne pas avoir un message d'erreur. Alors, une fois que j'ai déclaré cette variable-là, là, je peux lui donner une valeur. Alors, ce que je vais faire, c'est, je vais juste pour simplement voir si ça fonctionne, je vais aller dans la fonction start et je vais reprendre la fonction, la variable que je viens de nommer texte 1. Et je veux lui donner justement une propriété pour le remplir d'un nouveau mot, d'un nouveau contenu.
Alors, en faisant le 1, on voit tout de suite que souvent j'ai l'aide de programmation. Quand je fais le point, j'ai une liste d'éléments que je peux, soit propriétés, soit de fonctions qui vont venir s'ajouter. En ce moment, en mettant le point, je n'ai aucune aide. Pourquoi je n'ai aucune aide? C'est parce que là, j'utilise, et c'était pour ça que le autocomplete marcher un peu tout croche, c'est que j'utilise un objet texte qui n'est pas importé dans la librairie par défaut de Unity et de Visual Studio. Alors, je dois absolument aller la chercher. Par défaut, j'ai trois collections de scripts. Using System Collection, Using System Collection Generic et Unity Engine. Moi, je dois aller chercher celui qui va gérer le texte. Alors, je vais faire le using, encore une fois, Unity Engine, mais cette fois-ci, je vais faire le point UI, qui est le User Interface, exactement où on est allé créer notre texte. Alors, à partir du moment où je vais chercher le Unity Engine UI, maintenant, en principe, après le 1, si je mets le point, il va me donner toutes les propriétés, fonctions associées à cet objet-là. Et maintenant, qu'est-ce que je veux faire? C'est, je veux tout simplement lui donner une valeur texte. Alors voilà, je vais lui donner une valeur qui est simplement bonjour. Alors, n'oublions pas le point-virgule à la fin. Sauvegardons soit par le menu raccourci commande S ou par le fichier sauvegarder. Et retournons dans Unity. Alors, si je testais notre application en ce moment, il n'y a pas grand-chose qui se passerait. Pourquoi? Parce que le script, vous pouvez passer la journée à écrire des scripts. S'il n'est pas associé à aucun élément, ça ne donne pas grand-chose. Alors, le texte début, j'ai besoin d'un GameObject, j'ai besoin d'un élément pour l'associer au projet. Donc moi ici, je ne me créerai pas, je pourrais créer un objet vide qui comprendrait tous mes scripts, mais ce que je vais faire plutôt ici, j'ai déjà le Canva de présent, je vais l'associer au Canva. Alors si maintenant je regarde le Canva, j'ai maintenant le texte début comme script au bas du Canva et j'ai une variable que j'ai déclarée publique qui s'appelle texte 1. Alors ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais associer mon texte à cette valeur-là. Alors reprenons le Canva et dans mon champ texte, je vais aller chercher la variable texte. Et voilà, maintenant je vois que le texte est là. Alors, si je fais maintenant, si je teste mon application, je vois que dès OnStart, il a changé tout le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour le bonjour. C'est fantastique, mais bon, on va s'en lasser assez vite. Alors moi, ce que j'aimerais, c'est rendre les choses un petit peu plus dynamiques. Par exemple, je voudrais partir un compteur. Alors, première des choses, encore une fois, je vais me créer un compteur. Cette fois-ci, je ne le mettrai pas public parce que je n'ai pas besoin de le contrôler dans ma fenêtre inspecteur. Alors, je vais tout simplement créer une variable de type integer que je vais appeler compteur. Et je vais enlever finalement de la fonction start le bonjour. Je vais finalement le déplacer dans le update parce que je veux justement partir un compteur. Donc, je vais le partir dans le update qui va se rafraîchir à chaque seconde, à chaque image. Donc, je pourrais changer le bonjour pour compteur pour que l'information soit un petit peu plus intéressante. Et je vais rajouter un espace, les deux points et je vais rajouter la valeur de la variable compteur. Et voilà.
pour que ça soit plus dynamique. D'abord, dès sa création, finalement, à integer compteur, je vais lui donner déjà une valeur de 0. Et dans le update, tout simplement, je vais incrémenter à chaque image le compteur de 1. Alors, il y a plusieurs façons que je pourrais le faire. Je pourrais faire compteur est égal compteur plus 1. Je pourrais faire plus égal 1 ou je pourrais faire plus plus qui reviendrait exactement au même, ajouter 1 à chaque image. Alors, si vous remarquez, le champ de texte reçoit un string, un champ de texte, plus une valeur integer, ce qui fait une concaténation des deux et le résultat est perçu comme un string. Et si je fais un test, je vais sauvegarder et que je compile mon application. Alors, en principe, je devrais voir, je recommence. Et voilà, j'ai mon compteur qui part. Le texte initial est associé. Par contre, si je ne voulais qu'afficher le compteur, le résultat du compteur, là, ça ne fonctionnerait pas. Dans le sens que il faudrait que j'aille, si j'enlevais par exemple, oups, si j'enlève toute cette partie-là, où je vais copier celle-ci. Moi, j'aime bien copier les lignes pour ne pas me répéter. Je vais en mettre une en commentaire, celle-ci. Et si je voulais juste afficher le compteur comme tel, mais là, c'est là que ça donnerait un message d'erreur tout de suite. Voilà, j'ai un message d'erreur. Si j'essaie de compiler, il me dit que j'ai une erreur quelque part. Pourquoi? C'est quoi l'erreur? Dans le fond, c'est que là, j'ai la propriété .text s'attend à recevoir un string. Moi, je lui envoie un integer. Alors, je peux utiliser la fonction toString qui va convertir le champ de texte le integer en string. Alors, en sauvegardant, si je reviens là-dedans et que je fais un test movie, voilà, j'ai mon compteur qui part et tout fonctionne. Voilà, afin de rendre les choses un petit peu plus dynamiques, je vais aller dans la hiérarchie, dans le menu Create et je vais me créer un nouveau champ de texte, de manière à ce que quand l'un va disparaître, l'autre va réapparaître. Alors donc voilà, j'ai créé un nouveau champ de texte que cette fois-ci je vais appeler texte fin. Je vais le positionner au bon endroit, peut-être ici. Et je vais changer ses paramètres. D'abord, lui donner une couleur un petit peu plus voyante. Et centrer le texte. Et là, parce que je vais lui donner une valeur par défaut, je vais lui donner la valeur de fini avec point d'exclamation. Et parce que j'ai utilisé que des majuscules, là, je peux me permettre de choisir la police de caractère Bark qui n'a que des majuscules. Alors, ça, c'est parfait. Et je vais lui changer sa dimension, simplement pour l'avoir un petit peu plus grand. Et après un certain temps, on voit bien qu'il disparaît. Pourquoi il disparaît? Parce que le horizontal overflow et le vertical overflow sont à wrap et truncate. Je vais mettre les deux à overflow de manière à le voir malgré la grosseur de la boîte. Alors, une fois que c'est fait, je sauvegarde le Unity, je m'en vais dans mon code de programmation et on voit que j'ai déjà créé une variable texte2. Alors donc qui équivaut à ce nouveau texte-là. Alors moi qu'est-ce que je veux, c'est quand le compteur atteindra 10, je veux que le premier champ de texte, donc le texte 1, disparaisse. Alors je vais utiliser sa propriété GameObject qui, elle, contient la fonction setActive comme on a déjà vu. Alors, je vais mettre son setActive à false. Même chose, je vais rendre le nouveau texte actif. Donc, le texte 2
Même chose avec son GameObject, sa propriété GameObject. Je vais aller chercher la fonction setActive que je vais mettre à true, celle-ci. Je sauvegarde, je retourne dans Unity et une dernière chose que je dois faire avant de tester, c'est de reprendre l'outil Canva qui, elle, reçoit tout mon code. Tout mon code est placé sur le Canva et je vois que j'ai une nouvelle variable texte2 qui, elle, n'est pas définie. Alors, je vais sélectionner sa case au même titre que je l'ai fait avec le texte 1. Je vais aller chercher le texte de fin et le mettre ici. Alors maintenant, la variable est associée à un texte réel sur la scène. Alors maintenant, si je teste mon application, tout fonctionne, à la différence qu'on voit par exemple le mot fini dès le début, il n'a jamais disparu. Pourquoi? Parce qu'on le met à true à partir de 10, mais d'abord ce que je devrais faire, c'est de le mettre à false en partant. Je peux le faire par la programmation ou simplement en le sélectionnant dans la hiérarchie. Et l'inspecteur, première option qu'il me donne en haut, c'est de désactiver justement ce champ de texte-là. En cliquant sur cette case-là, le texte n'apparaît plus. Alors, si je fais un test de mon application, voilà, tout fonctionne à merveille. Alors, dernière chose, je vous jure, c'est que j'aimerais que le compteur devienne un vrai compteur, c'est-à-dire qu'elle compte les secondes et là, à 10 secondes, qu'il se passe une certaine animation. L'animation va s'appliquer sur le deuxième texte qui va arriver dans une redimension et aussi avec un certain fondu d'entrée. Alors pour ce faire, c'est très simple. Si nous allons voir d'abord le code, vous voyez que dès le départ, dans la fonction start, j'ai écrit un invoke repeating. On a vu le invoke plus tôt, qui appelait une fonction avec un certain délai. Là, le invoke repeating, c'est qu'il va appeler cette fonction-là sans arrêt. Donc, premier argument, c'est le même, c'est le nom de la fonction que je veux appeler. Donc, j'ai ma fonction comptage. Second argument, c'est à quel délai partir. Donc, au bout d'une seconde, le invoke repeating va commencer et je veux qu'à chaque seconde, cette fonction-là se répète de manière à ce que le compteur plus compte réellement les secondes. Et effectivement, juste après, je l'amène dans mon champ de texte. Alors, pour ce qui est du compteur, maintenant, c'est la même chose. Quand dans ma fonction update qui vérifie sans cesse, quand le compteur est égal à 10 exactement, ben, j'enlève le champ de texte du compteur et je fais apparaître le champ de texte terminal. Donc, si on regarde le champ de texte fin, finalement, ou le deuxième champ de texte, d'abord, ce que j'ai fait, je voulais d'abord qu'apparaisse complètement transparent. Donc, par défaut, pour ce faire, c'est un GameObject, je me suis créé une nouvelle variable de type color. Je dois passer par la couleur pour pouvoir jouer sur l'alpha. Je l'ai appelé controlAlpha. Si vous regardez dans la fonction start, le controlAlpha, je lui donne une valeur qui est la propriété couleur de mon GameObject, qui est mon texte2. Donc finalement, j'enregistre cette propriété-là de l'objet dans une variable controlAlpha. Ce controlAlpha a plusieurs propriétés. Si on les regarde, il y a plusieurs propriétés, dont le A, le bleu, le green, le G pour green, mais le A équivaut à l'alpha de l'objet, que je vais mettre exactement à 0.1, juste pour qu'il soit en bas de la transparence. L'alpha fonctionne de 0 à 1, 1 étant totalement opaque. Ensuite, une fois que j'ai seté la propriété de l'objet controlAlpha à 0.1, je le réattribue à l'objet couleur de mon texte2. Donc, texte2.color, controlAlpha. Alors, c'est la manière de fonctionner. Alors là, le texte est complètement transparent en partant.
ce qui n'a rien à voir avec le set active, même s'il est à false, il enregistre quand même la propriété alpha. Alors, dès que le compteur est à 10, comme on a vu, j'enlève le premier texte et je fais réapparaître le deuxième, celui que je viens juste de modifier. Et ensuite, je veux justement avoir un fondu d'entrée. Alors, tout ce que je fais, exactement le même principe, CTRL.A, je l'incrémente de 0.01 afin d'avoir un fondu d'entrée relativement lent. Et ensuite, je le réattribue. Même chose. Alors, c'est très simple. L'autre chose que je vais faire, c'est jouer sur la police de caractère. Alors, elle, c'est beaucoup plus simple. Le GameObject de type texte a une propriété qui est font size. Alors, par défaut, je lui dis tant et aussi longtemps que le font size n'est pas arrivé à sa grosseur maximum que j'ai délimité là pour d'un point de vue design sur la scène, et ici c'est 75, ben, j'incrémente le font size à plus égal 1. Alors donc au début il va être à 0 et il va grossir progressivement. Alors donc c'est très simple, vous avez le code. La dernière chose que je dirais, c'est qu'une fois que le compteur est à 10 et que le texte est manipulé par l'animation, je n'ai plus besoin du compteur. Donc, je vais utiliser la fonction cancel invoke qui va enlever toute fonction invoke déjà préalablement appelée dans l'application. Alors voilà, amusez-vous bien.